Bonsoir à tous. C'est impressionnant de voir tout ce monde. L'association Parole que je représente est heureuse de vous accueillir ici ce soir pour une conférence d'Isabelle Fillosa. Et cette conférence s'intitulait, comme vous l'avez vu, « Il n'y a pas de parents parfaits ». Vaste programme. Hein. Alors merci à vous d'être venus avec nous partager cette conférence ce soir. Et merci aussi à Isabelle d'avoir laissé sa famille, sa Provence, pour venir faire une tournée en Bretagne, nous entretenir de ce qu'elle connaît, de son savoir, donc, et puis aussi de ses expériences. Hein. Voilà. Nous avons vraiment de la chance qu'elle soit là. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Isabelle, parce que moi aussi j'ai hâte de l'entendre. Hein. Et puis, bonne soirée à vous tous. Bonsoir, et merci à Marie-Noël de m'avoir invitée. Combien parmi vous ont des enfants de moins de 3 ans? Un certain nombre, entre 3 et 10 ans. Il y en a encore pas mal. Entre 10 et 18. Et il y a aussi des grands ados. Plus de 18. D'accord. Et qui a des parents? Donc ça va, tout le monde est concerné par cette conférence. Puisque vous êtes tous concernés, et moi aussi, commençons par fermer les yeux un instant. Fermez les yeux, respirez et revenez en arrière. En arrière dans votre vie, loin, jusqu'à un moment où vous n'aviez pas encore d'enfant. Et pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants aujourd'hui, pensez à votre propre enfance. Pour ceux qui n'ont pas encore, qui ont un enfant aujourd'hui, quand vous revenez avant d'avoir eu un enfant, souvenez-vous. Souvenez-vous de ce que vous vous disiez à propos d'avoir un enfant. Souvenez-vous de ce que vous ressentiez à l'intérieur, comment vous vous imaginiez les choses, de quoi vous rêviez. Laissez revenir des images, de ces partages avec votre conjoint, de ces moments où vous avez désiré cet enfant et de comment vous vous imaginiez que les choses allaient se passer. Et puis ouvrez les yeux. Et est-ce que c'est la même chose que ce que vous vivez aujourd'hui? Non. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il y ait une telle différence entre nos rêves, ce dont nous avions rêvé, et puis notre réalité? Évidemment, dans nos rêves, on n'a pas anticipé que notre gamin allait avoir des mauvaises notes en maths. On n'a pas imaginé une demi-seconde que peut-être il allait mordre son voisin. On ne s'est jamais dit qu'il nous dirait « non, je ne veux pas ». Nous, nos enfants, on les voyait mignons comme tout, qui allaient dormir à 8 heures le soir jusqu'au lendemain matin à 8 heures. On pensait qu'ils allaient manger tous les petits plats qu'on allait leur concocter. On pensait qu'ils allaient être bons en maths, bons en français, qu'ils allaient être bons en gym, qu'ils allaient avoir des amis. Forcément, c'est normal, on rêve le meilleur. On rêve, et oui, c'est un rêve. Donc, on anticipe positivement. On ne se dit pas, je vais divorcer. Non. On se dit, moi, jamais je ne divorcerai. On se dit, moi, je ne serai jamais comme tous ces parents qui ne savent pas tenir leurs enfants au supermarché. Avant d'être des parents, nous sommes tous d'excellents parents. Avant d'avoir des enfants, nous savons toujours exactement ce qu'il y a à dire et à faire dans chaque situation. Mais une fois que les enfants sont là, c'est plus tout à fait pareil. Là, quelque chose se passe et nous ne nous reconnaissons pas. Écoutons un petit peu ce qui se passe dans les familles. Ici, il y a « Mais regarde-moi ça, ta chambre est une vraie porcherie !» Et à l'intérieur,
le parent qui vient de crier comme ça se dit, mais comment je traite mon enfant? Ailleurs. Allez, mange ta soupe, fais plaisir à maman. Et à l'intérieur, on se dit, je vais peut-être pas le rendre homosexuel, j'espère. À un autre moment, regarde ta sœur, elle au moins. Et le parent intérieurement se dit, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à l'aimer, celle-là, il m'exaspère, tandis que sa sœur, elle, est vraiment mignonne, je l'aime bien. Mais alors celle-ci, je fais semblant de ne pas lui montrer, mais il se passe toutes sortes de choses à l'intérieur de nous. Quelquefois, c'est même, tiens, ça t'apprendra. Et à l'intérieur, j'avais pourtant décidé de jamais taper mon enfant. Nous nous surprenons à avoir des réactions que nous n'imaginions pas. Nous sentons cette vague de violence qui monte en nous et nous crions, nous tapons parfois, même si nous avions décidé de ne pas le faire. Après ça, 2 choix possibles. Soit je me sens coupable, je me sens mal, je cherche à réparer, je m'excuse auprès de l'enfant et je cherche à faire quelque chose, mais je me sens vraiment démunie. Soit c'est trop dangereux de me sentir coupable. Parce que peut-être que mes propres parents m'ont un peu trop souvent accusée. J'ai trop de honte à l'intérieur de moi, donc je ne veux pas me sentir coupable, donc je justifie mon attitude. Et il y a un mécanisme psychologique qui s'appelle la dissonance cognitive. Quand je suis en dissonance cognitive, c'est-à-dire que quand j'ai 2 choses qui sont trop différentes à l'intérieur de moi, eh bien, je vais en annuler une. Et il est plus facile de changer de croyance que de changer de comportement. Donc, quand je me rends compte que je tape, je crie, je punis, si je ne sais pas, si je n'ose pas, si je n'arrive pas à éprouver un sentiment de culpabilité, parce que j'ai trop peur de me sentir coupable, je vais rationaliser mon comportement et dire, c'est comme ça que j'éduque mes enfants. C'est une bonne fessée, c'est une bonne gifle, il faut bien punir, il faut bien sévir. Mais tout ça, ce sont juste des rationalisations que je me fais dans ma tête et dans mon cœur au fond. Je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Jamais une punition n'a permis à un enfant de grandir. Jamais une menace n'a aidé un enfant. Jamais une gifle n'a fonctionné pour être éducative. Ah si, les gifles sont éducatives pour le parent. À chaque fois qu'un parent donne une gifle, il est libéré. Il se sent mieux. Il a repris le pouvoir sur la situation. Donc c'est sûr, à chaque gifle que je donne, à chaque punition que je donne, je me sens un peu mieux en tant que parent. J'ai réussi à lâcher cette tension qui m'exaspérait à l'intérieur. Mais du côté de l'enfant, il apprend une seule chose. Attention, ici, c'est un endroit dangereux. Attention, dans la famille, il ne faut pas que je me montre. Attention, c'est important de ne pas me faire prendre quand je fais quelque chose qui ne va pas. Mais il n'apprend pas, évidemment, à modifier son comportement. Qu'est-ce qui fait que nous ayons des réactions aussi irrationnelles? Si vous avez une amie qui vient à la maison et qui renverse son verre, je pense qu'aucun de vous ne crierait sur votre amie « Mais qu'est-ce qui m'a mis une amie pareille ?» Jamais vous ne diriez ça à une de vos amies. Même si c'est quelqu'un que vous connaissez très peu, vous ne lui diriez pas ça. Qu'est-ce qui fait que nous disons ce genre de choses à nos propres enfants, à ces êtres que nous aimons tellement profondément? J'aime mon enfant, c'est la personne la plus importante pour moi, et pourtant, je vais le traiter de maladroit et je vais lui crier dessus. Et cette phrase, si elle est si connue, c'est que nous sommes nombreux à l'avoir entendue. Qu'est-ce qui m'a fichu un enfant pareil? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous pour que nous ayons une réaction aussi irrationnelle? Parce que si, au lieu d'être envahis par cette énergie bizarre, étrange, qui nous vient d'ailleurs, si nous respirions et si nous nous comportions plus naturellement, eh bien nous fonctionnerons, nous dirions quelque chose de complètement différent.
Qu'est-ce que vous dites à votre amie quand elle a renversé son verre? C'est pas grave, ne t'inquiète pas. Alors évidemment, votre ami, vous n'êtes pas censé faire son éducation, tandis que votre enfant, vous avez la responsabilité de son éducation. Donc ça ne va pas suffire de juste chercher à la déculpabiliser. Vous-même, quand vous renversez un verre chez une amie, comment vous vous sentez? Tous les humains se sentent pareil quand ils font une bêtise, comme ça, chez quelqu'un. C'est pas vraiment une bêtise, mais bon, une maladresse. Ils se sentent coupables et démunis. Votre ami, vous allez vite l'aider à se sentir moins coupable. Votre enfant, si vous respiriez à ce moment-là, si nous respirions à ce moment-là, nous pourrions lui dire aussi quelque chose pour l'aider à se sentir moins coupable et moins démuni. Ça, c'est mon métier de parent. Identifier dans un problème quelle est l'émotion de l'enfant et quel est son besoin et comment l'amener à apprendre pour devenir un homme adulte et responsable ou une femme adulte et responsable. Je sais que l'enfant se sent coupable et démuni. Quelle est donc la réaction que je peux avoir? Dès que j'ai identifié que son besoin, c'est de sortir de ce sentiment de culpabilité et de sortir du fait d'être démuni et impuissant, la réponse est toute simple. Du coup, je vais lui dire « Ah, il nous faut une éponge. Vite, il y en a une sur l'évier. » Et à ce moment-là, je vais être surprise de voir l'enfant réfléchir et foncer vers l'évier et être ravi de nettoyer. Mais au lieu de ça, qu'est-ce que nous faisons? Surtout nous, les mamans. Qu'est-ce qui m'a fichu un gamin pareil? Et juste après, on y va, nous, chercher l'éponge. On prend l'éponge et exaspéré, on est là. Et si tu crois que j'ai que ça à faire? Et un peu plus tard, on va se plaindre qu'il ne fiche rien, qu'il ne se lève pas les fesses de sa chaise. C'est nous qui lui avons appris à rester là pendant que nous faisions tout pour lui. Parce que nous avons besoin de nous sentir importantes. Nous avons besoin d'avoir une fonction. Et quelque part, surtout si c'est un petit garçon, parce que même si ça progresse un peu, inconsciemment, on a encore un peu de mal avec l'égalité des sexes. Si c'est une petite fille, on va plus facilement l'envoyer chercher l'éponge. Si c'est un petit garçon, on va y aller soi-même. Mais voilà. Est-ce que je peux arriver à dire simplement « il nous faut une éponge », c'est-à-dire à poser un acte éducatif. Aider mon enfant à devenir responsable. Pour ça, j'ai d'abord besoin de faire le deuil de mon importance. Arrêter de vouloir être la mère parfaite. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ça qui nous mène à aller chercher l'éponge. Parce que dans notre tête, on se dit, une mère parfaite, elle nettoie pour son enfant. Mais ça, c'est pas vrai du tout. Une mère, sa fonction n'est pas de nettoyer systématiquement. Ah si, bien sûr, s'il a 6 mois, évidemment. Mais dès qu'il est capable de crapahuter jusqu'à l'évier, je l'informe qu'il y a une éponge sur l'évier et qu'il peut s'en servir. Il n'y a pas de parents parfaits, une conférence d'Isabelle Filiosa, retransmise sur Plume FM 102.1 et sur www.plumefm.net. Nos conjoints, souvent, nous regardent faire avec l'enfant et « Eh ben dis donc, on dirait ta mère !» Et nous-mêmes, quelquefois, on se surprend aussi. On se dit ah, « Comment ça se fait? Je viens de prononcer les mêmes mots que mon père, les mêmes mots que ma mère. » Nous nous retrouvons parfois à avoir le même geste, la même attitude. Et ça nous terrorise au début, parce qu'on ne comprend pas. Surtout que quelquefois, on se souvient que ces attitudes, ces mots, nous ont blessés, nous ont fait mal quand nous étions enfants. Et nous sommes très surpris que ça nous habite à ce point, que nous soyons envahis comme ça de ces élans qui ne nous conviennent pas. Qu'est-ce qui se passe en nous quand nous devenons parents?
Qu'est-ce qui fait cette différence? Eh bien, plusieurs choses. La première chose qui fait que nous ne sommes plus celui que nous aurions aimé être, c'est tout simplement l'épuisement. Pour les mamans principalement. Parce que, encore aujourd'hui, ce sont principalement les mamans qui restent à la maison pendant les 2 premières années de l'enfant. Ces 2 premières années au cours desquelles on ne dort pas beaucoup. Vous savez combien d'heures de sommeil une femme perd pendant la première année de vie de son enfant? 600 heures. 600 heures de moins de sommeil. En moyenne. En moyenne. Il y en a qui en perdent que 380, mais il y en a qui en perdent 1200. Comment vous faites pour rester calme, sereine et zen quand vous avez 600 heures de sommeil en moins? Quand on ne peut pas dormir, on est forcément un peu plus excitable. On a absolument besoin de soutien, d'accompagnement. Dans le temps, on n'était jamais toute seule avec son enfant. Il y avait toute une communauté éducative. Il y avait des oncles, des tantes, il y avait beaucoup de monde pour accompagner un enfant. Aujourd'hui, avec la petite cellule familiale, il y a le père, la mère, l'enfant. Le père va travailler, la mère se retrouve toute seule avec l'enfant. Quelquefois, aujourd'hui, c'est la mère qui va travailler, le père qui se retrouve avec l'enfant. C'est la même problématique. Il est tout seul avec l'enfant. Et être seul avec un enfant, c'est extrêmement épuisant. C'est épuisant, d'une part, parce que nous manquons de sommeil, mais c'est aussi épuisant parce que les tâches se répètent en permanence. On n'a jamais terminé. Sans arrêt, les choses s'ajoutent les unes aux autres. Il faut changer la couche. Juste après qu'on l'ait changée, il faut la rechanger. On nourrit l'enfant. Ensuite, il va falloir le renourrir. Sans arrêt, ce sont les mêmes tâches qui reviennent, une répétitivité. Et à aucun moment, on a le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Quand vous êtes au travail, dans presque tous les métiers, il y a un moment où on a terminé le dossier. Il y a un moment où c'est nettoyé, on est content. Il y a un moment où tout est bon. Avec un enfant, jamais. Avec un enfant, vous pouvez nettoyer toute la maison toute la journée. Quand le mari rentre le soir, il va « Ah bah dis donc, t'as rien fait toute la journée, regarde toute cette saleté ». Parce qu'il faut 3 secondes à un enfant pour remettre le bazar, que vous avez tout fait attention pendant des heures. Pour peu que vous ayez 2 enfants, vous êtes totalement hors du monde. Imaginez, avant d'avoir un enfant, vous pouviez dire à quelqu'un « Je te retrouve à 11 heures quelque part ». Aujourd'hui, vous pouvez toujours, avec des enfants, vous fixer l'idée d'aller faire le marché à 11 heures. D'abord, vous commencez à 9 heures à vous préparer. Et il est assez probable que vous n'arriverez pas à partir à 11 heures. Vraisemblablement, à 12h30, vous serez encore en train de galérer. Parce qu'au moment où vous avez réussi à descendre, à renacher le bébé dans la voiture avec ce truc si compliqué, au moment où tout sera presque prêt, il y a votre grand qui vous dira « Maman, caca !» Et il faudra remonter. On ne peut rien prévoir. Une maman, un parent à la maison ne peut pas s'organiser. Ça n'est pas vrai que tu n'as qu'à t'organiser. Non, on ne peut pas s'organiser avec un enfant. Parce que, certes, il y a quelques enfants bien réglés, on dit. Toutes les 3 heures, pam, ping, pong, pong. C'est rarissime. La plupart des enfants sont juste vivants. Et donc, forcément, ils ont des besoins qui varient et qui ne préviennent pas. Et alors, on peut s'habituer à rien, puisqu'ils grandissent. Dès que vous avez trouvé un truc qui marche à peu près, 1 semaine plus tard, c'est fini, ça ne fonctionne plus. C'est en permanence, il faut se remettre dans de la créativité permanente. Et, mesdames, est-ce que le soir, quand il rentre, votre mari arrive et vous prend dans les bras et vous dit « Merci d'avoir fait la lessive toute la journée. Merci d'avoir essuyé les larmes du bébé. Merci d'avoir cajolé le bébé pendant des heures dans la journée. Merci d'avoir promené notre enfant au parc. Merci d'avoir changé sa couche. » Vos rires montrent que probablement pas.
Parce que pour une maman, c'est normal. Un papa qui reste à la maison, ils ont fait ce choix, ils ont 3 enfants. Elle part travailler et lui a décidé de rester à la maison. Et il dit combien c'est difficile, combien c'est dur. Il vit exactement les mêmes choses qu'une maman vit à la maison. Parce que on croit que c'est inné, mais pas du tout. Rien n'est inscrit dans notre génétique sur quel médecin il faut choisir, quelle couche il faut acheter au supermarché, Non, tout ça, ce sont des choses qui s'apprennent. On a juste le biberon intégré, c'est tout ce qu'on a en plus par rapport aux hommes. Mais lui, donc, était là avec ses enfants et décrivait toute la difficulté que c'était. Mais il dit, je me rends compte de ma chance. Parce que moi, quand je suis au square avec mes petits, tout le monde est là, béat d'admiration, à me dire oh, « Comme c'est fantastique un père au square !» Dès que je change une couche, tout le monde est là, béat d'admiration. « Ah, c'est merveilleux, un homme qui change une couche !» Tandis que moi, je le fais tous les jours, mais ma femme, alors qu'elle le fait finalement une fois de temps en temps seulement, quand elle change une couche, personne ne lui dit rien. C'est normal. Et du coup, eh bien, la maman qui fait tout ça, elle ne reçoit pas de gratification. Quand nous travaillons, nous recevons des gratifications. Les autres nous disent « c'est bien, merci, merci d'avoir terminé ce dossier ». Ou au moins, s'ils ne savent pas toujours nous dire des choses, on a une paye à la fin du mois. On est rémunéré, on est reconnu pour le travail que nous faisons. À la maison, rien. Et ça nous manque profondément. C'est vrai que nous non plus, nous ne savons pas toujours dire à nos maris « merci d'avoir descendu la poubelle, merci d'avoir remis de l'essence dans la voiture ». Nous oublions trop de nous dire merci les uns les autres. Et pourtant, ça nourrit tellement ces merci. L'épuisement, c'est un épuisement physique, physiologique et psychologique, parce qu'il y a un moment où on n'a plus de ressources. L'épuisement est donc une des causes de cette exaspération à l'intérieur. Parce que quand je suis épuisée physiquement, c'est sûr que j'ai du mal à réagir, je ne peux plus penser, je suis dans l'automatisme. Mais aussi, quand je suis épuisée comme ça, et en carence, je me sens par moments, mais de plus en plus à distance de mon enfant. Quand je commence à être trop fatiguée, quand ça devient trop de faire, par moments, une maman, elle vient à agir comme un automate. Et quelquefois, on a envie de balancer ce bébé par la fenêtre. On a envie de le mettre dans le four, on a envie de le triper, on a envie de... Mais c'est interdit de le dire. C'est interdit de le dire à qui que ce soit. Et à l'intérieur, on se sent une mauvaise mère. On se dit, je ne suis pas quelqu'un de bien pour oser avoir des pensées pareilles. Je suis une mauvaise mère, puisque j'ose imaginer que je serais mieux sans le bébé. Alors que cette colère contre l'enfant, elle est simplement naturelle, normale. Normale dans la situation dans laquelle nous sommes mises du fait de ne pas avoir suffisamment de soutien autour de nous. C'est inhumain d'être collé sans avoir aucune ressource, aucune aide à l'extérieur. Et même, quelquefois, de ne pas pouvoir parler à qui que ce soit d'autre pendant toute une journée. Certaines mamans sont très, très isolées et ne parlent à personne. Vous avez un nourrisson, c'est adorable, même si elle l'aime profondément. Un nourrisson ne parle pas beaucoup. Donc, bien sûr, il y a la télé, il y a la radio. Une maman un peu moins isolée peut téléphoner à une copine. Mais ce n'est pas pareil que de recevoir des signes de reconnaissance au travail. D'ailleurs, les statistiques montrent que les enfants de mères qui travaillent sont en meilleure santé. Les mères qui travaillent sont en meilleure santé que les mères qui ne travaillent pas. Ça peut paraître bizarre, le sens commun, on se dit, ben quand même, si on travaille et qu'en plus le soir il faut s'occuper des enfants, c'est quand même plus de stress. Et ce stress, eh ben non. Parce que quand on va au travail, on parle avec les autres. On reçoit des signes de reconnaissance, on reçoit de l'énergie, on se gonfle d'énergie. Bien sûr que c'est stressant
mais c'est nettement moins stressant que d'être à la maison seul avec son enfant. Quand on est épuisé, du coup on a des réactions exagérées. On peut s'énerver après l'enfant parce qu'il crie encore et qu'on ne sait plus quoi faire et donc on en vient à le secouer parce que c'est trop exaspérant. Mais juste après, on se sent terriblement coupable et mauvaise mère. Alors du coup, on réprime tout ça. Et si je me sens mauvaise mère, je vais me mettre en chemin pour montrer que quand même je suis une bonne mère. Du coup, je vais chercher à faire comme fait une bonne mère dans mon imaginaire. Une bonne mère, et donc une bonne mère prend son bébé dans les bras, une bonne mère fait ceci, une bonne mère fait cela, et je vais me mettre à développer des trésors de patience, des trésors d'attention à mon enfant, des trésors de générosité, en me niant moi-même à l'intérieur. Je vais mettre les petits plats dans les grands, je vais m'exercer à ce que de la maison soit nickel, alors que j'ai bien d'autres choses à faire que le ménage. Mais je fais quand même le ménage parce que je veux prouver que je suis une bonne mère. Je veux me prouver à moi-même, je veux le prouver à mon mari, je veux le prouver à ma mère, je veux le prouver à ma belle-mère. Je suis en fait sous le regard de trop de gens. Le regard que j'imagine, peut-être le regard aussi réel, parce qu'il y a beaucoup de jugements portés sur les mamans quand elles ne sont pas parfaites. Seulement, quand je me mets comme ça à vouloir être parfaite, je fais tout ça. Forcément, je me sens de plus en plus frustrée à l'intérieur. Et cette frustration, cette insatisfaction, mêlée à la honte de me sentir une mauvaise mère, parce que même si je compense, au fond de moi, je me dis, oui, mais je fais illusion, mais en réalité, je n'arrive pas à aimer mon enfant complètement. En réalité, je n'ai pas toujours de l'amour et de la tendresse. De temps en temps, même si c'est brièvement, de temps en temps, j'ai envie qu'il ne soit pas là. Donc, je suis une mauvaise mère. Donc, cette honte, je la garde à l'intérieur de moi. Cette peur que les autres voient ça, je le garde à l'intérieur. Et je fais illusion. Mais toutes ces émotions rentrées à l'intérieur, toute cette culpabilité, je la retourne contre moi. Ça me met sous stress encore plus. Et du coup, eh bien, je suis encore plus frustrée. Donc, ça me met encore plus en colère. Et cette colère, je la retourne contre moi. Je n'ai pas le droit d'être en colère contre mon enfant. Donc je retourne ma colère contre moi-même. Je me sens la mauvaise. Je n'ai pas le droit d'être en colère. Si je suis en colère, je ne peux pas accuser mon enfant, je ne peux pas accuser mon mari. J'ai qu'à m'en prendre à moi-même, c'est moi qui suis mauvaise. Et hop, je renforce encore cette idée que je suis mauvaise. Et plus je me sens mauvaise, plus je cherche à être une bonne mère. Et c'est le cercle vicieux. C'est pour ça, cette histoire d'être une bonne mère, à la poubelle. Bon père, pareil. Cessons de chercher à vouloir être un bon père ou une bonne mère. Dès que je me pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux? Qu'est-ce que ferait une bonne mère? C'est une question inutile, parce que c'est une question où je me regarde moi dans le miroir. Est-ce que je suis belle? Est-ce que je suis une bonne mère? On s'en fiche. Ce qui est important, c'est est-ce que le bébé, est-ce que l'enfant a satisfaction de ses besoins? Et non pas centré sur moi. Si je me regarde moi et que je m'évalue bonne mère, mauvaise mère, je suis toujours entre ça, bonne mère, mauvaise mère, et donc forcément c'est ce chemin de la culpabilité. Et ça, toute cette colère rentrée à l'intérieur, de temps en temps, elle explose. Elle explose sur l'enfant parce que je n'ose pas trop crier sur d'autres personnes. Je n'ose pas crier à mon patron que vraiment c'est inacceptable que je perde ma carrière sous prétexte que j'ai un enfant et que je voudrais pouvoir avoir un demi-temps sans perdre mes avantages. Je n'ose pas crier à mon mari qu'il pourrait m'aider davantage et que j'ai vraiment besoin qu'il me dise combien il apprécie tout le travail que je fais et qu'il participe aux tâches ménagères. Et que travailler au dehors, c'est plus facile que de rester à la maison. Ils le savent en plus, les hommes. Ils le savent. Parce que
tout homme qui a un bébé reste en moyenne une demi-heure de plus au travail par jour. Comment ça se fait? Il y a même une entreprise en Suède. Le patron s'était rendu compte de ça, les gens discutaient au bar juste en bas, et donc il a fermé cet endroit pour que les pères rentrent à la maison à 18h. Eh bien, vous savez quoi? Ils se mettaient en petits groupes dehors pour discuter encore une petite demi-heure. Parce que c'est vrai, rentrer à la maison, c'est terrorisant. Un nourrisson, c'est terrorisant. Pour quelle raison est-ce qu'un nourrisson est terrorisant? Il nous rappelle notre propre histoire. Ça, on s'y attendait pas non plus. Isabelle Filiosa était invitée par l'association Parole de la Chapelle-Carreau fin mars à Pleuhermel, au lycée Lamennais. On pensait que notre histoire, c'était derrière. Et lorsque notre bébé vient au monde, on ne comprend pas cette intensité à l'intérieur. On ne comprend pas ce qui fait qu'on a toutes ces émotions, ces sentiments. Bien sûr, avoir un bébé, c'est la plus belle chose qui se passe au monde. On n'aurait pas imaginé non plus tout cet amour qu'on ressentirait. On est envahi d'un amour qu'on n'imaginait pas. Et donc, il y a des tas de moments de la vie avec un enfant où c'est bien plus merveilleux encore que dans nos rêves les plus fous. Mais il y a aussi des tas de moments où on est comme dans un mauvais film, où ce bébé nous confronte et nous éprouvons à l'intérieur de nous des émotions que nous ne savions pas que nous avions. Lorsque nous voyons ce bébé, en fait, nous projetons sur lui ce que nous avons vécu. Et comme ce que nous avons vécu n'était pas toujours confortable, eh bien, nous sommes fort démunis face à cet enfant. L'enfant qui est là en face, il nous fait revivre notre propre histoire. Si mon père n'a jamais joué avec moi, quand je suis le père d'un enfant, si c'est un petit garçon en plus, un petit garçon c'est comme moi, alors ça va être très très difficile d'oser simplement être avec lui. Et ma femme qui est là sans arrêt, mais prends-le un peu, reste avec lui. Et nous on est là, oui, où est-ce que je peux le poser? Et on évite un maximum, on se dit, oui, quand il sera grand, je m'en occuperai. Quand il pourra jouer au ballon, je ferai quelque chose avec lui. Parce que aucun homme, enfin, très peu d'hommes ont appris à simplement porter un bébé dans les bras avec tendresse. Et si je n'ai pas été portée dans les bras avec tendresse par mon propre père, le fait d'avoir un bébé dans les bras réveille à l'intérieur de moi la conscience de ma carence, la conscience du manque. Et la conscience du manque, elle est associée avec des tas d'émotions qui sont réprimées en moi. De la colère, mais aussi de la rage, de la terreur. Toutes ces émotions sont là. Et le papa ne comprend pas tout ça. Il ne prend pas le temps de disséquer, de regarder, « Ah là là, oui, je me sens terrorisé pour telle raison, j'ai la rage pour telle raison. » Non, il a juste une émotion qui monte très fort, un truc qui se coince à l'intérieur et simplement, j'ai pas envie d'être avec ce bébé. Et il préfère faire autre chose, comme rester au travail. Les mamans, c'est pareil. On a exactement cette même réaction. Sauf que nous, on a un peu moins la permission d'aller au travail un peu plus longtemps. Alors nous, on est au quotidien avec le bébé et on appelle ça la dépression postpartum. C'est pas spécialement toujours une dépression, mais simplement ce réveil de notre histoire. Ce réveil de notre histoire nous permet de mieux comprendre ce qui fait que
nous avons des réactions parfois disproportionnées seulement à certains âges. Parce que pour certains parents, nous avons des réactions disproportionnées, nous tapons, punissons, crions à n'importe quel moment depuis la naissance. Mais pour d'autres, c'est à certains âges. Nourrisson, tout va bien. On a beaucoup de plaisir avec ce petit nourrisson. 2 ans, ça va. 3 ans, ça va. 6 ans, oh, on éclate. D'autres, c'est à l'adolescence que je ne comprends rien, que je me fâche avec mon enfant et que plus rien ne va. Et pour d'autres, c'est au moment de la naissance, tout petit, que c'est vraiment insupportable. Et puis après, tout va mieux. Ça dépend de notre propre histoire. Si j'ai eu des soucis dans ma relation avec ma mère et mon père au moment de mon adolescence, il est fort probable qu'au moment de l'adolescence de mes enfants, je vais réagir aussi. Il va se passer quelque chose. Je crois que c'est eux, hein. Je crois que c'est mes enfants qui posent problème. Mais en réalité, c'est comme s'il y avait un lien entre nous et quelque part, c'est un peu à mes tensions à moi qu'ils réagissent. On reverra ça tout à l'heure. Notre propre histoire vient donc agir là. Et puis une autre chose aussi, liée à notre propre histoire, c'est que dans notre cerveau, nous avons de grands neurones qui s'appellent les neurones miroirs. On connaissait la synchronie, cette tendance que nous avons à nous imiter les uns les autres depuis longtemps. Maintenant, nous savons qu'elle est physiologique. Nous avons des neurones qui sont activés. Dès que nous voyons quelqu'un faire quelque chose, eh bien, nos neurones bougent, excitent les mêmes zones que dans le cerveau que celles qui sont excitées chez la personne qui est en train de faire le mouvement. Si par exemple je fais ça, tous vous savez, grâce à vos neurones miroirs, ce que je ressens en faisant ça. Si je tends mon bras vers le verre, vous sentez d'ailleurs, si je bois un petit coup, vous allez sentir la soif. Donc, quand mon enfant renverse son verre, mon cerveau cherche une réponse. Il cherche une réponse en fonction de ce qu'il connaît. Le cerveau cherche toujours à se simplifier la situation. Nous ne nous disons pas « Ah, une situation originale, je vais faire preuve de créativité. » Non. D'abord, le cerveau cherche. Où est-ce que j'ai déjà vu une réponse à ce genre de choses? Et donc, il scanne. Et on cherche dans l'histoire, suit le fil de l'histoire. Et évidemment, il va trouver un endroit dans mon histoire où j'ai déjà vu cette situation. Peut-être que quand j'étais enfant, moi-même, j'ai renversé un verre ou cassé un vase. Fait quelque chose qui n'a pas plu à maman, qui ressemble à ce qui est en train de se passer. Je ne tombe pas là par hasard. Je tombe là aussi parce qu'il y a comme une petite lumière rouge qui s'allume dans mon cerveau. À cet endroit-là, il y a des émotions bloquées. Le cerveau scanne, tombe sur cette situation-là. Et donc là, je me sens à nouveau être l'enfant qui vient de casser quelque chose. Enfin, non. Parce que j'ai le choix entre deux choses. J'ai le choix entre m'identifier à l'enfant que j'étais et ressentir à nouveau ce que j'ai ressenti quand j'étais enfant. Mais dans la situation, il y avait aussi maman ou papa, l'adulte qui était là, le parent. Le parent qui m'a dit « Qui m'a fichu un gamin pareil ?» Le parent qui peut-être même m'a donné une gifle ce jour-là. Et enfant, mes neurones miroirs ont enregistré l'image de mon parent qui criait. Et donc, je suis l'enfant là et j'ai mes sensations, mais j'ai aussi, grâce à mes neurones miroirs, les sensations du parent. Donc, j'ai deux choix possibles. Soit je m'identifie à l'enfant, soit je m'identifie à l'agresseur, au parent. Et que croyez-vous que choisit le cerveau? Le cerveau choisit toujours là où ça fait le moins mal. Et donc, évidemment, ça fait nettement moins mal d'être à l'intérieur du parent qui est en train de se libérer de sa tension
que d'être à l'intérieur de l'enfant qui est en pleine souffrance. Et donc, je sens ces sensations que mon parent avait et je les transporte dans la vie d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que je dis exactement les mêmes mots et que je fais les mêmes gestes que mon père ou ma mère ce jour-là. La seule façon de ne plus faire comme papa, comme maman, c'est d'arriver à me mettre à l'écoute de l'enfant que j'étais. Écouter ma blessure, oser entrer dans toute la gamme des émotions que j'ai ressenties. Si j'arrive à trouver à l'intérieur de moi cette force de dire « Non, maman, c'est pas juste de me traiter comme ça ». Et si j'arrive à me sentir dans moi combien j'ai eu peur, combien je me suis sentie démunie comme elle a crié comme ça, combien j'ai eu peur qu'elle me rejette, qu'elle m'aime plus du tout pour la vie, parce qu'un enfant croit ses parents. Combien j'étais furieux en même temps parce que c'est pas juste. Toutes ces émotions à l'intérieur, si j'arrive à les écouter, eh bien du coup, je vais pouvoir regarder mon enfant et l'aider. Ah, attention, il y a des parents qui sentent ça, combien ils ont eu mal. Et donc ils sentent toute cette peur, toute cette terreur, toute cette rage. Et lorsque l'enfant renverse son verre, alors ils vont vite chercher l'éponge. T'inquiète pas, ils le prennent dans les bras. T'inquiète pas, mon petit chéri, je t'aime toujours et tout. Ils en font 10 fois trop. Parce que, en fait, ils ne sont pas en train de gérer la situation réelle présente. Ils sont en train de chercher à donner à cet enfant ce dont eux, ils auraient eu besoin dans le passé. Alors c'est clair, ce n'est pas approprié non plus. C'est nous ici, l'enfant, qui a besoin de recevoir. Une fois que moi, j'ai reçu, que j'ai pu écouter mes émotions par rapport à la situation avec maman, il faut d'abord que j'arrive à guérir ça. La relation à maman, est-ce que ça me fait de me faire crier dessus? Parce que voilà, c'est ça le souci. C'est que cette histoire-là a complètement évacué l'histoire du verre. Donc j'ai d'abord à me guérir de ce que j'ai subi de la part de mon parent, puis ensuite à sentir de nouveau « Ah, c'est comme ça que je me sens quand j'ai cassé quelque chose, démunie et coupable. » Et du coup, je sens démunie, coupable. « Ah, mon petit, tu te sens démunie et coupable. » Sauf que je ne lui dis pas forcément « tu te sens démunie et coupable », je lui dis « il y a une éponge sur l'évier. » Attention, je lui donne une information. Il nous faut une éponge. Je lui rappelle éponge. Je ne lui dis pas tu as renversé le verre, c'est toi qui nettoies. Non, juste j'éduque. Donc je dis éponge. Parce que je perçois à l'intérieur ce dont il a besoin. Si j'arrive à me guérir de mon histoire, alors je sais, je sens à l'intérieur de moi, parce que tous les humains sont semblables. Tous les humains ont les mêmes émotions dans les mêmes circonstances. C'est donc simple, c'est donc facile de savoir ce que ressent un enfant, à condition qu'on ne m'ait pas mélangé les pinceaux en me criant dessus, en me punissant, à condition que la relation avec mon parent n'est pas complètement, ma peur de mon parent du coup, n'est pas complètement effacée les situations que j'avais à apprendre à gérer. Lorsque il se passe quelque chose avec notre enfant, en plus de tout ce que je viens de dire, il y a une autre chose en plus qu'on rajoute, c'est que nous avons tendance, là encore surtout les mamans, on a besoin de se sentir importante, à imaginer que tout ce que fait l'enfant, c'est contre nous. On va même dire, il me fait ses nuits. Il me fait une otite. Il a une otite, c'est tout, il ne me la fait pas à moi, spécialement. C'est comme si
tout était interprété dans le relationnel. Presque tout ce que fait l'enfant, et du coup, ça devient comme une lutte de pouvoir. À ce moment-là, j'ai besoin d'affirmer. Si j'interprète chaque chose, il n'arrive pas à dormir, c'est il s'oppose à moi, il me nargue, il cherche mes limites. On imagine tout, on construit tout comme si c'était un rapport de pouvoir en termes de qui est le chef ici. Comme si c'était l'objectif de l'enfant de chercher à être le chef. L'enfant ne remet pas en cause notre autorité. Lorsque nous disons à l'enfant, la fourchette se met de ce côté-là de l'assiette et le couteau se met de l'autre côté, l'enfant nous croit. Nous avons une autorité de compétence. Nous faisons autorité en la matière. Nous sommes experts. L'enfant, de manière générale, aime apprendre et nous faisons autorité pour lui. Seulement, parfois, nous ne sommes pas trop sûrs de faire autorité et du coup, nous devenons autoritaires. Et c'est là que ça coince un peu pour l'enfant. Mais non, l'enfant ne cherche pas nos limites. La plupart du temps, il cherche les siennes. À force d'interpréter systématiquement tout comme un jeu de pouvoir, on se bat en famille, on se dispute. On a un enfant là de 18 mois qui ne veut pas mettre ses chaussures et qui ne veut pas mettre son manteau et qui va faire une crise, on va dire, il me fait un caprice, il me fait une crise. Alors que non, simplement il a 18 mois. Et moi, bêtement, j'ai voulu qu'il mette ses chaussures. Je lui ai dit, mets tes chaussures. Il ne peut pas. S'il met ses chaussures à 18 mois, alors que si à 18 mois, un enfant fait ce que maman ou papa lui demande, c'est comme s'il lui disait, je n'existe pas, maman, je ne veux pas exister, je suis juste ton prolongement, je veux rester ton nourrisson. C'est pas possible. À 18 mois, même un peu avant, un enfant a besoin de commencer à sentir qu'il existe, qu'il est une personne. Et donc, si moi, bêtement, je donne un ordre à mon enfant, à tout le monde, c'est idiot de donner un ordre, mais on est habitué qu'à ça, donc on en donne. Mais souvent, on ne se rend pas compte, on oublie de dire, quand il nous dit non, on dit, ah, excuse-moi, je t'ai encore donné un ordre, c'est idiot, et je lui donne un choix tout de suite, évidemment. Mais souvent, on n'y pense pas, et on se braque, tu m'obéis, s'il te plaît. Non. Et on croit qu'il nous dit non parce que c'est la période du non. Alors ça, c'est le grand truc maintenant, c'est la période du non. Alors du coup, ça, période du non, alors bon, je n'écoute toujours pas son vrai besoin. Et pour quelle raison il dit non, l'enfant? Quand il est petit, je lui donne la cuillère de purée et il mange. Mais il y a un moment, s'il continue de manger, il est le prolongement du désir de maman. Or, il ne veut pas rester le prolongement du désir de maman à vie. À l'intérieur de lui, il y a une pulsion à devenir une personne, une pulsion à grandir. Et donc, il est nécessaire qu'il arrête cette cuillère. Parce que sinon, il ne peut jamais savoir s'il existe lui-même, s'il veut manger parce que lui a envie de manger, ou s'il est seulement le prolongement du désir de maman. Donc, il va dire stop, non. Après, il peut réfléchir. J'en veux ou j'en veux pas? Et j'en veux, maman. Et je mange. Sauf qu'il y a des mamans ou des papas qui disent, tu me dis non? Ok, eh ben t'en auras pas. Et après, comme, moi j'en veux. Eh ben non, tu m'as dit non, ça t'apprendra. Et donc, effectivement, j'apprends que j'ai pas le droit d'être différent de maman. J'ai pas le droit d'avoir mes propres opinions. Un peu plus tard, quelquefois, il y a des mamans, c'est vrai, et papa aussi, mais tous les mamans, parce qu'on aime bien être importante. On s'est habitué à tout faire pour l'enfant. C'est sûr, quand il est nourrisson, il ne peut pas bouger et tout, il a besoin qu'on lui fasse tout. On ne l'a pas vu grandir. Et donc, à 3 ans,
On lui pose le coquetier, on met l'œuf à la coque, et machinalement, parce qu'on a pris l'habitude, on va ouvrir l'œuf. On ne s'est pas rendu compte qu'elle avait 3 ans. Mais à 3 ans, qu'est-ce qu'elle fait? Vous avez déjà essayé d'ouvrir un œuf à la coque à un enfant de 3 ans? En général, il fait « Non, j'en veux un autre !» Et c'est la grande crise. Et c'est normal. Parce que quand on a 3 ans, on a besoin de faire par soi-même. On ne veut plus être traité comme un nourrisson. Donc à 3 ans, il n'est pas question de faire pour moi. Sinon, je fais une crise. Sauf que maman, elle va interpréter dans le relationnel. Elle va dire « C'est contre moi que tu fais ça, tu me fais une crise. » Non, elle veut juste exister en tant que personne. Le truc le pire, c'est « Tu me nargues. » Une maman me raconte que sa fille, à peine 2 ans, elles étaient dans la cuisine et la mère dit « Tu ne touches pas à ce placard. » Déjà, on peut se demander pour quelle raison il y avait des produits dangereux dans le placard. Mais enfin bon. « Tu ne touches pas à ce placard. » Et elle me dit « Vous savez pas ce qu'elle a fait, ma fille ?» Vous rigolez parce que vous savez déjà ce qu'elle a fait, sa fille. C'est quand même étrange. Tous les enfants de cet âge-là vont se comporter exactement rigoureusement pareil. Et ça nous est jamais venu à l'idée que du coup, ça voulait dire que c'était un truc naturel. L'enfant, quand on lui dit « ne fais pas quelque chose », avant 3 ans, avant 2 ans et demi, il va nous regarder bien dans les yeux et il va le faire. Et pour quelle raison est-ce qu'il fait ça? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? 2 choses. Déjà, première chose, là tout de suite, ne pensez pas à une girafe. Une girafe qui mange des feuilles à un arbre. N'y pensez pas. Je vous ai vu, vous y avez tous pensé. Lorsque nous demandons quelque chose à la négative à un enfant, eh bien, comme dans le cerveau, la négation n'existe pas, c'est comme si nous avions fait la commande. Girafe. Ça, c'est déjà une chose. Ça, c'est valable pour tous les âges, hein, même pas seulement les 2 ans. C'est valable encore pour 18 et pour vos âges. Donc, évitez de ne pas, de toute façon, avec les enfants et avec qui que ce soit. Mais en plus de ça, un enfant de 2 ans n'est pas un adulte. Vous tous ici, si je vous dis « n'ouvrez pas cette porte », déjà, vous avez quand même tous envie de savoir ce qu'il y a derrière. Obligatoirement, le fait de dire ça donne envie. Ah oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Barbe bleue et tout, hein? Mais au-delà de ça, vous êtes capable de ne pas le faire. Parce que mentalement, vous vous imaginez en train d'ouvrir. Mentalement, vous êtes capable de vous faire des images mentales. Vous comprenez la commande que je vous fais. Un enfant de moins de 2 ans et demi ne comprend pas. Il n'a pas encore la capacité de se faire des images mentales. Son intelligence est sensorimotrice, c'est-à-dire elle est dans le corps. Donc un enfant, pour s'approprier la consigne que vous lui donnez, doit le faire physiquement. C'est pour ça qu'il vous plante les yeux dans les vôtres. C'est pour vérifier si vous êtes d'accord. Et donc, il est là, et la petite fille, quand elle lui dit « ne touche pas à ce placard », elle se concentre très fort parce qu'elle veut être une gentille petite fille, et donc elle fait son intelligence sensorimotrice. Elle montre la commande que maman a faite. Elle le montre avec son corps, elle le fait. Et elle regarde maman. C'est ça, maman, que tu veux que je fasse pas? Et nous, bêtement, au lieu de lui dire « Mais oui, ma chérie, c'est exactement ça que je t'ai demandé, et maintenant, tu laisses le placard fermé. » Au lieu de dire ça,
Nous, on lui dit « Tu me nargues, espèce d'insolente, va dans ta chambre ». Nous oublions que les enfants ne sont que des enfants. Ils n'ont pas encore notre cerveau d'adulte. Il y a des tas de choses qu'ils ne sont pas capables de faire. Un enfant ne comprend pas la négation, le non, avant l'âge de 7 ans, oui. Pourtant, vous avez dit non un certain nombre de fois avant, hein. Certains vont dire, mais ça marche quand je lui dis non, il reste... Non, c'est pas le mot non qu'il comprend. Il n'est pas capable de le comprendre. Aucun enfant, on ne comprend pas. Ce qu'il comprend, c'est la dureté à l'intérieur, c'est la tension dans le corps de maman. C'est pour ça que les mamans toutes gentilles qui disent avec le grand sourire, ah non, tu ne fais pas ça, non. L'enfant ne comprend rien du tout. Parce que le mot, il ne comprend pas. La négation, c'est quelque chose d'extrêmement complexe à comprendre dans le cerveau. Ça demande une élaboration, une capacité de faire des hypothèses et des déductions, parce qu'il faut d'abord poser une chose, puis la nier. C'est très compliqué. Et nous, on espère qu'un petit enfant de 6 mois, il comprenne non. Le 30 avril est la journée de la non-violence éducative. Et dans ce cadre-là, Plume FM vous propose une conférence sur la parentalité animée par Isabelle Filiosa. Il n'y a pas de parents parfaits. Alors, nous interprétons trop les choses comme si ça nous concernait. Même quelquefois, quand ils nous rapportent une mauvaise note, 2 en maths. Pourquoi on réagit comme ça si fort? C'est parce que c'est comme si on avait eu nous un 2 en maternage. C'est comme si c'était directement nous qui étions le parent fautif, quoi. Ça nous blesse quelque part dans notre image de nous-mêmes. Je ne veux pas être le parent d'un enfant qui ne fonctionne pas bien, quoi. Je ne veux pas être le parent d'un enfant qui renverse ses affaires. Je ne veux pas être le parent d'un enfant qui mord ses voisins. Je ne veux pas être le parent d'un enfant qui a une mauvaise note. Donc on s'associe trop. Et en même temps, parfois, eh bien c'est vrai que les enfants font des choses par rapport à nous. Une maman me raconte que sa fille est nulle en maths. Et elle s'exaspère parce qu'elle dit, mais quand même, c'est d'une évidence, je l'aide à faire ses devoirs. Déjà, ce n'est pas du tout une bonne idée de faire les devoirs des enfants, hein. Les statistiques montrent que l'attitude des parents vis-à-vis des devoirs pour les enfants est fondamentale dans leur éducation et dans leur réussite. Il y a une seule chose qui est contre-indiquée, statistiquement, c'est que les parents aident aux devoirs des enfants. Mais bon, elle aidait quand même aux devoirs de sa fille, et donc elle était là avec sa fille et dit, mais c'est des choses tellement évidentes et simples, et elle ne les comprend pas, et elle s'exaspérait. Alors je lui demande de me parler un petit peu d'elle, et j'ai dit, et toi, les mathématiques, comment c'était quand tu étais petite? Oh, moi j'étais nulle. Oui, mais c'est pas pareil. Je la fais parler un petit peu plus, et elle commence à me raconter, et toute surprise, elle me dit, mais j'ai pas tout le temps été nulle. Et elle commence à se souvenir. Et alors là, elle comprend. Elle se souvient que quand elle était toute petite, et en primaire, elle adorait le calcul, elle adorait les mathématiques. Et quand elle a eu 10 ans, ses parents se sont séparés. Et non seulement ses parents se sont séparés, mais ils ne l'ont pas écoutée. Ils ne lui parlaient plus, ils ne s'occupaient plus d'elle. Et à aucun moment, les parents ne sont venus écouter ce qu'elle ressentait par rapport à cette histoire. Et elle s'est dit dans sa tête, je vais arrêter, je vais avoir des mauvaises notes en maths, comme ça, ils vont s'intéresser à moi. Et donc, elle a fait exprès, elle a dessiné, elle a fait exprès des erreurs. Elle s'est amusée à faire des erreurs dans son devoir. Elle a eu une mauvaise note, elle avait réussi. Et ses parents ne l'ont pas écouté plus. Ils lui ont juste dit, tu ne travailles pas, c'est pas parce que nous divorçons que c'est une raison pour arrêter de travailler. Et elle a continué.
Et elle a continué, et malheureusement, ses parents n'ont jamais entendu, ni les enseignants. Et elle a fini, à force d'avoir des mauvaises notes, par perdre pied en maths et par se dire qu'elle était nulle, parce que les enseignants aussi ont commencé à la voir comme nulle. Et elle a commencé à croire qu'elle était nulle. Et elle n'arrivait plus à rien comprendre du tout. Ça, c'était son histoire à elle, la mère. Quand vous êtes une maman avec une histoire comme ça avec les mathématiques, et que votre enfant fait à côté de vous un devoir de français, tout va bien. Mais dès qu'il sort son devoir de mathématiques, vous vous en souvenez plus. Mais forcément, il y a à l'intérieur de vous une petite tension qui s'installe. Parce que forcément, il y a le souvenir de ce qui s'est passé pour vous et les maths qui est là à l'intérieur. Toutes ces émotions réprimées sont là. Pour ne pas les laisser sortir, vous arrêtez un peu de respirer, vous bloquez votre respiration, vous tenez tout ici. Cette légère tension, votre enfant qui était là avec son crayon, elle le sent. Et elle ne sait pas l'interpréter. Et comme souvent, nous ne pensons pas à lui dire « Peut-être tu perçois que je suis légèrement tendue dès que tu sors tes mathématiques. C'est parce qu'il m'est arrivé des choses avec les mathématiques, moi, dans mon histoire, mais ça me concerne moi, ça ne te concerne pas. Tu peux te concentrer sur tes mathématiques. » Évidemment qu'on ne pense pas à dire ce genre de truc. Donc, l'enfant n'a aucun moyen d'interpréter. Et quand on ne sait pas comment interpréter, l'enfant ramène toujours tout à lui-même. Et donc, il se dit, si maman est un petit peu tendue, c'est que ce que j'ai écrit, c'est faux. C'est que ça doit être beaucoup plus dur que ça n'a l'air. C'est que, voilà, l'enfant se tend aussi. L'enfant a des neurones miroirs. Donc, immédiatement, il voit comment vous vous sentez. Et cette tension que vous avez pénètre à l'intérieur de lui. Et du coup, tout s'efface dans sa tête. C'est pour ça qu'il ne comprend rien. Bien sûr, il voit les chiffres, mais ça ne fait plus sens. Parce qu'il est occupé dans son cerveau à essayer de gérer cette petite tension dont il ne sait pas l'origine. Et il ne peut pas connaître l'origine puisqu'elle est à l'intérieur de moi. Ça fonctionne juste pour les mathématiques, ça fonctionne pour toutes sortes de situations. L'enfant, souvent, obéit. Mais il obéit plus à notre inconscient qu'à notre conscient. Il arrive parfois qu'on n'arrive pas à aimer un enfant. On fait des préférences. Alors nous, les adultes, nous nions en général. Non, non, je n'ai aucune préférence entre mes enfants, je les aime tous pareil. Sauf que si nous-mêmes, nous pensons à notre famille d'origine, en général, nous savons très bien dire dans notre famille qui parmi nos frères et sœurs était le préféré. Ça arrive. Et c'est normal. C'est normal dans notre société. C'est normal, c'est pas naturel. C'est normal parce que nos émotions, nous avons trop peu d'occasions de pouvoir les verbaliser. Et nos enfants ne sont pas nés au même moment. Le premier enfant, classiquement, avec nos enfants, la première, pour donner une image, si la totote tombe par terre, premier enfant, on ramasse vite la totote, on le met vite dans le truc à stériliser, et ensuite seulement on lui redonne. Le deuxième enfant, on fait quoi? Le stérilisateur, il est dans l'armoire. On passe sous l'eau chaude. Troisième enfant, on passe sous l'eau froide. Quatrième enfant, on essuie sur le jean. On n'est carrément pas le même parent avec chacun de nos enfants. Mais aussi, à l'intérieur, au moment de la naissance d'un enfant, il peut se passer des milliers de choses. Et parfois, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais en train d'accoucher, la sage-femme n'est pas venue me voir pour dire « Attendez, il va bientôt sortir votre bébé. Alors, avant que votre bébé ne sorte, est-ce que vous auriez une colère à dire, à sortir ?» Moi, on ne m'a rien dit de ça.
Et pour toutes les mamans qui ont une colère, parce que on peut avoir des peurs à ce moment-là, on peut avoir des colères, on peut être furieuse parce que notre mari n'est pas là ou qu'il nous a dit quelque chose qui ne nous a pas plu, que notre mère nous a dit un truc qui ne nous a pas plu. On peut avoir des angoisses parce que notre propre naissance s'est mal passée. On peut être furieux contre la sage-femme qui se comporte mal avec nous. On peut avoir des émotions diverses et variées. Et si on n'a pas l'occasion de pouvoir dire ces émotions et qu'on est obligé d'être heureuse, eh bien, au moment où le bébé sort, on le regarde et on a coincé toutes les émotions. Et du coup, on ne sent pas cette immense vague d'amour dont tout le monde nous parle. Alors, on se sent un peu coupable. Et du coup, on lui en veut à cet enfant quand même, parce qu'on aurait bien aimé vivre cette émotion fabuleuse. Et inconsciemment, il y a une petite distance qui se fait avec l'enfant. Oh, qu'on pense la distance, on le prend dans les bras, on l'embrasse, mais on sent qu'à l'intérieur, il y a un truc que ça ne fait pas, quoi. Et on lui en veut. Et toutes ces émotions qui sont à l'intérieur de nous, qu'on n'a pas pu dire à notre mari, à notre belle-mère, à sa sage-femme, ben on va les projeter sur lui. On va projeter les émotions sur l'enfant et c'est lui qui va les porter, parfois. L'enfant, évidemment, se sent pas bien avec tout ça. Il lui manque du contact, il lui manque des choses, donc il va crier un peu plus que les autres. Il va avoir des comportements où il va chercher à susciter l'amour. Et alors, paradoxalement, il va chercher à susciter l'amour en m'obéissant le plus possible. Mais moi, peut-être que je lui dis, « Tu es insupportable !» Parce que quand je suis énervée, parfois, il peut nous arriver de dire des mots durs, de d'énoncer des jugements. Un petit garçon était convaincu qu'il était un monstre. Parce que on lui avait vraiment jamais dit « tu es un monstre ». Mais son papa était parti le jour de sa naissance, il n'était plus jamais revenu. Donc lui, dans sa tête, il s'était dit « c'est parce que je suis un monstre ». Il a donné cette raison-là, cette évidence-là. Et si ma maman me dit « tu es insupportable », c'est que c'est ma définition. Donc, je sens à l'intérieur de moi que ma maman ne m'aime pas assez. Et elle dit « tu es insupportable ». Du coup, bon, il faut que je sois insupportable, c'est mon nom, c'est ma mission. Je me rends insupportable. Et là, elle s'exaspère encore plus. Pourtant, je viens de lui donner exactement ce qu'elle m'a demandé. Et c'est de plus en plus difficile et tendu. Mais à l'intérieur, je le vois insupportable et je dis, ben voilà pourquoi je l'aime pas beaucoup, pourquoi j'ai du mal avec lui. Les autres, ils sont mignons comme tout, regardez, c'est plus facile. Avec celui-là, regardez comment il est. Évidemment, j'ai oublié que c'est moi qui ai installé ce truc-là. Ce serait bien trop culpabilisant de le découvrir d'ailleurs. Et pourtant, c'est possible de réparer. Parce que si c'est quelque chose de complètement tabou, cette histoire-là, c'est quand même une réalité que nous les papas, nous les mamans, quelquefois, il y a un de nos enfants, souvent d'ailleurs, celui qui est né à la même place que nous avions dans notre propre famille. Souvent, celui-là, ou alors celui qui est né à un mauvais moment dans notre vie. Celui-là, on a un petit peu plus de mal à l'aimer. Mais ça n'a strictement rien à voir, ni avec sa personnalité, ni avec la nôtre. Ça a seulement à voir avec le fait qu'au moment de sa naissance ou à un autre moment traumatique de sa vie, ou de notre vie à tous les deux, nous n'avons pas pu exprimer nos émotions. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça signifie aussi qu'il va suffire de lâcher ses émotions pour de nouveau pouvoir aimer complètement aussi cet enfant-là. Et du coup, nous aimer nous-mêmes.
Quand notre enfant est dans notre ventre, on se dit vivement qu'il sorte, j'en peux plus, c'est lourd. Une fois qu'il sort et qu'on l'a dans les bras, on se dit vivement qu'il marche, j'en peux plus de le porter. Une fois qu'il marche et qu'il crapahute partout, vivement qu'il parte à l'école, j'en peux plus de le surveiller. Et une fois qu'il est adolescent, et vivement qu'il parte de la maison, j'en peux plus d'avoir toute la vaisselle dans sa chambre et que la maison soit un hôtel. Il s'en va. Et une fois qu'il est parti, on se retourne sur le passé, on se dit, c'est passé tellement vite. Ça passe toujours trop vite. Alors, souvenons-nous, quand nos enfants sont encore à la maison, que le temps où ils ne seront plus là, il sera toujours venu trop vite. Alors, au lieu d'utiliser notre temps en conflit de pouvoir, à se disputer, rappelons-nous qu'il n'y a qu'une seule vraie urgence dans la vie avec nos enfants, aimer. Vos questions? Une question là-bas. Bonsoir, merci pour votre conférence. Moi, ma fille Maya, qui est là, va avoir 2 ans dans un mois, donc je suis dans la période où effectivement, quand j'ai dit non, ne touche pas la crotte de chien qui est dans le gazon, la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle l'a ramassée. Et en fait, la question que je me pose, c'est quand il s'agit vraiment de la sécurité de l'enfant, quand c'est vital, qu'il ne faut pas qu'elle court, parce qu'il y a un bus qui risque de l'écraser ou quelque chose comme ça. Eh bien, comment on fait? On a besoin d'apprendre à formuler les choses autrement. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de « ne cours pas », on lui dit « reste ici ». D'accord. Toujours formulé en positif. C'est-à-dire qu'on a pris l'habitude de mettre les limites sur le mauvais côté. C'est-à-dire de dire « voilà tout ce que tu ne peux pas faire », que l'enfant ne comprend pas. Et donc, il vaut mieux lui dire « regarde tout ce que tu peux faire ». Au lieu de lui dire « ne monte pas les marches », on va lui dire « tu restes sur tout l'endroit qui est plat ». Et du coup, il trouve ça très intéressant, chercher ce qui est plat. Oh, là, c'est pas plat, ça va pas. D'accord, donc voilà. c'est formulé en positif. D'accord, merci. C'est un problème de langage, hein. On n'a appris que ça. Le langage du jugement, le langage du non, le langage du pouvoir. Et donc, quelquefois, on a même du mal à réfléchir différemment. Bonsoir, merci. Moi, la question, c'était pour en revenir au non que vous évoquez, jusqu'à donc 7 ans, hein, vous avez dit. On constate qu'à l'état d'adulte, on est nombreux à ne pas savoir dire non. Oui. Et je voudrais savoir si c'est... vous avez la réponse. Hein. On ne sait pas dire non quand on nous a interdit de dire non. Et c'est vrai que ça s'éduque. Et peut-être un certain nombre d'entre vous ont vu la semaine dernière cette émission de télévision, mercredi dernier, sur l'expérience de Milgram. Il y a des gens qui ne l'ont pas vu? Oui. Ah, quand même, oui. Vous en avez entendu parler? Non. Non. L'expérience de Milgram, c'est une expérience qui a été menée dans les années 60, même avant, et dans lesquelles on fait apprendre à un sujet des listes de mots. Et donc, il y a 2 personnes. Il y a celui qui doit apprendre des listes de mots et l'autre qui doit les lui dire pour qu'il les apprenne. Et celui-là, si le sujet n'apprend pas suffisamment, s'il fait une erreur dans la restitution du mot, il lui envoie une décharge électrique. Et donc, le sujet est assis sur la chaise électrique, on lui harnache tout et tout, il est un peu blême. Et puis, l'autre lit les listes de mots, et dès qu'il y a une erreur, pof, 20 volts, 30 volts, hein, jusqu'à 450 volts, jusqu'à choc dangereux. Les expériences de Milgram ont époustouflé tout le monde. 60% des Américains allaient jusqu'au choc dangereux. En Europe, ça a été aussi refait
80% des gens sont obéissants. Nous avons une éducation plus sévère ici, en Europe qu'aux États-Unis. Et dans l'émission, de nouveau, alors là, il y avait en plus le poids de la télévision, le poids du public. On donnait à la personne la responsabilité de oser s'affirmer face à tout un public qui disait « Continuez, continuez !» alors même que le gars qui recevait les décharges électriques, il ne les recevait pas en vrai, hein. C'était caché, il ne les recevait évidemment pas, c'était un acteur. Mais alors même qu'il criait « Arrêtez, arrêtez, j'ai mal !» eh bien les gens continuaient à envoyer les décharges jusqu'à 80%. 80% des gens n'ont pas su dire non, n'ont pas su s'opposer à l'autorité. Et donc oui, le message de cette émission est clair. J'étais vraiment contente que ça passe à la télévision. C'était juste esquissé comme ça que ce serait important qu'on apprenne à nos enfants à ne pas obéir. Mais c'est vrai. Toutes les guerres ont fonctionné parce que des gens ont obéi. La dernière guerre n'aurait pas pu tuer autant de gens si plus de monde avait su dire non. Nous nous soumettons trop facilement à l'autorité. Et donc c'est vraiment très important, quand l'enfant commence à dire non, de l'encourager à dire non. Oui. Et lorsque mes enfants étaient petits, quand ma fille était petite, un jour elle est revenue très perturbée, enfin elle me dit « Maman, la maîtresse m'a dit que j'étais très obéissante. » Oh, j'étais blême. Elle était à la maternelle. On était en plein procès. Comment ça s'appelle le procès aidez-moi. Non, pas Outreau, là, le Eichmann. C'était pas Eichmann. Papon. En plein procès Papon. Donc on dénonçait de partout le fait que l'obéissance avait mené. Parce qu'il disait ça. Oh ben non, moi je suis pour rien, j'ai obéi, c'est tout. Et on demandait encore à ma fille, en maternelle, d'obéir. Je me suis assise après d'elle, je lui ai dit, « Margot, n'obéis jamais. Je n'attends pas de toi que tu obéisses. J'attends de toi que tu sois responsable dans ta vie. J'attends de toi que tu mesures l'impact de tes comportements. Que tu regardes quand tu fais quelque chose ce que ça fait sur l'autre. Parce que la responsabilité, c'est le contraire de l'obéissance. Nous l'avons vu, l'histoire nous l'a montré. Alors oui, c'est drôlement important d'enseigner à nos enfants à dire non. Vous êtes toujours à l'écoute des programmes de Plume FM sur le 102.1 et sur www.plumefm.net. Je vous le rappelle, la conférence « Il n'y a pas de parents parfaits » se poursuit encore pendant quelques minutes et elle se termine avec une partie qui était accordée aux questions et aux interactions avec le public. Et dans le public, il y avait une jeune femme qui se posait une question à propos du non. Le non qu'un enfant ne comprendrait pas avant l'âge de 7 ans, c'est ce que Isabelle Filiosa nous apprenait au début de cette conférence. Donc le nom qu'un enfant ne comprendrait pas avant l'âge de 7 ans, et pourtant c'est un mot qu'il utilise régulièrement, et il le sait très bien. Donc à cette question, Isabelle Filiosa répond. Pas vraiment, non. Il ne sait pas. Mais il voit notre réaction. Il perçoit dans ce nom de l'opposition. Il voit surtout la réaction que ça provoque. Mais il n'arrive pas à saisir réellement ce que signifie le non. Et en tout cas, à 2 ans, il n'est pas encore capable d'opposer un véritable désir. Et quand il dit non, ça n'a pas à voir avec le contenu, mais avec la forme. Vraisemblablement, s'il dit non, c'est parce que j'ai donné un ordre. Et donc, il est juste en train de stopper le truc. Mais il n'a pas un autre désir. Ça n'est pas parce qu'il cherche à montrer son désir. C'est parce qu'il désire pouvoir désirer. Oui, mais pourtant, un enfant, enfin, mon deuxième à 4 ans, il est capable de faire un choix et de dire « Non, je ne veux pas être avec toi, je veux partir avec papa à tel endroit ». Donc, il est capable de dire quand même un non d'opposition, de choix.
Tout à fait. À 4 ans, vous pouvez voir ça. Ça n'empêche que voyez et regardez comment se construit la négation, surtout le ne pas dans sa tête. Testez, écoutez, discutez avec lui et explorez. Et vous allez voir les petits détails qui manquent, qui font qu'il ne comprend pas non de la même manière que nous le comprenons. Mais déjà, c'est vrai qu'à 4 ans, il a déjà une meilleure conception qu'à 2. Et il sait poser un choix, surtout si vous lui avez déjà enseigné ça. À partir de 2 ans, c'est là où c'est plus difficile souvent pour les parents, où l'enfant souvent dit non, mais là, ce n'est pas vraiment encore pour affirmer un choix, c'est juste pour dire stop. Et quelquefois, il a envie de ça. Je me rappelle une petite fille, elle était plus grande, je crois qu'elle avait 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et sa mère s'est disputée avec elle, parce qu'il pleuvait. Et donc, mais la mère, donc elle aurait bien voulu les bottes, mais la mère lui a mis « mets tes bottes ». Seulement à 3-4 ans, on ne peut pas dire « mets tes bottes », du coup, elle ne pouvait plus mettre ses bottes. Alors, elle dit « non, je ne mets pas mes bottes ». Et elle dit « je veux les petits escarpins ». Que maman ne voulait pas. Je veux y aller pieds nus. Elle s'est enfermée là-dedans, la gamine. Et après, elle était super mal parce que la mère a lâché. Elle s'est dit, je lâche, je la laisse aller pieds nus. Mais en réalité, l'enfant n'avait pas envie d'aller pieds nus. En réalité, elle était juste embêtée parce qu'elle ne pouvait plus mettre ses bottes du fait que sa mère lui avait dit, mets tes bottes. Parce que c'est existentiel à cet âge-là de réussir à être soi. Mais ce n'est pas qu'elle ne voulait pas les bottes. Nous, le problème, c'est qu'on croit que c'est les bottes qu'elle ne veut pas. Ce qu'elle ne veut pas, c'est l'ordre. Mais à son âge, 3, 4 ou 2 ans, ils ne savent pas encore préciser à quoi ils disent non. Donc, ils disent non à l'objet. Donc, en fait, la clé pour tous les enfants, c'est arrêter les ordres et dire à la place, par exemple, est-ce que tu préfères mettre d'abord la botte bleue, la botte gauche ou la botte droite ? Vous proposez un choix, là ça va. Parce que, du coup, elle réfléchit, la gamine, elle dit, oui, c'est intéressant, laquelle je préfère. L'objectif de ce âge-là, c'est de dire je. Si vous vous débrouillez en termes de comment est-ce qu'il peut dire je, ça solutionne beaucoup de choses. Donc, observez ça et voyez comment ça fonctionne avec elle aussi. Merci. Mais c'est intéressant de voir comment c'est nous qui contraignons finalement l'enfant à s'opposer à nous. Mais les enfants s'opposent rarement sur le contenu. Bonjour, je vis pleinement la notion d'épuisement que vous avez abordée tout à l'heure, parce que je suis maman d'une fille de 3 ans et demi et de jumeaux de 19 mois. Donc, mais par rapport au non et notamment les amener à ça, comment on fait pour s'organiser quand il faut mettre les chaussures au 3 ? Je ne peux pas passer, je passe déjà 10 minutes, un quart d'heure, voire plus, à mettre les chaussures et les manteaux. Je ne peux pas non plus passer du temps avec les 3 à leur demander s'ils veulent la chaussure. C'est beaucoup plus rapide. Faites l'expérience. Vous pouvez leur dire, tu préfères mettre ton manteau d'abord ou tes chaussures d'abord? Comme ça, hop, ils choisissent tout de suite et ça fonctionne. Ça ne va pas mettre 2 heures pour qu'ils choisissent. Tandis que si vous donnez un ordre, là, ça met 2 heures. Oui, parce qu'on se dispute. Voilà. Donc, en réalité, on croit qu'on va plus vite en donnant un ordre, mais en réalité, on perd énormément de temps. Faites l'expérience. Les parents aussi, on est capable quelquefois d'expliquer trop. On va passer 2 heures là à expliquer, c'est important que tu mettes tes chaussures parce que tu sais, il fait mouiller dehors et ta, et quand tu seras grand et ta. Et pour que tu aies ton bac, il faut que tu ailles à l'école et tout. Et le gamin, il est là. Une autre chose que vous pouvez faire aussi, parce qu'il y a donner des choix, mais il y a d'autres manières de ne pas donner d'ordre. Quelquefois, on peut juste dire « chaussures ». Et ça suffit. Pour les plus grands, quand vous voyez les tasses de café partout dans la chambre, tasse. Au lieu de dire « tu m'exaspères à me laisser les tasses partout et de faire tout un chemin, qu'est-ce que ce sera avec ton mari plus tard ?»
simplement un mot. Dalton nous a dit que c'était important d'expliquer. C'est vrai que c'est important d'expliquer, mais pas tout le temps. Il y a une autre question? Bonsoir. Je ne vois pas où elle est la question. Ah, si. Je suis maman donc de 3 enfants, 2 ans, 2 ans, 4 ans et 6 ans. Et en fait, c'est vrai que quand je lis quand je vous lis, le micro plus comme ça. Quand je vous lis, quand je vous écoute et tout ça, en fait, je veux parler par rapport aux émotions de nous enfants et enfin des neurones miroirs en fait. Et ça me parle. Et je dis mais oui, bien sûr, c'est ça. Quand je réagis comme ça, c'est ça. Enfin voilà. Et quand je me retrouve avec les enfants au moment du goûter, enfin là, j'arrive. Enfin. Ben oui. Voilà, on n'arrive pas. Enfin, quand on et est vous voulez détaché, on y arrive. Voilà, enfin, je sais pas s'il vous y a un êtes truc, là, mais, il y a une situation, vous sentez que ça monte. Oui. Vous allez faire pipi. Faut être concret, hein. Vous allez faire pipi. Parce que c'est impossible, à moins d'avoir fait des années de zen et encore, d'arriver à gérer la situation directe. On est trop pris par cette énergie qui monte. Donc, on va faire pipi. On a toujours le droit d'aller faire pipi. Et alors là, on ferme la porte et on respire. J'installe mes pieds dans le sol et je respire. Et là, je me pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être je peux me demander qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans le passé. Je le regarde. Ah, d'accord. Ok, je m'en occuperai plus tard, mais j'ai vu ce que c'était. Et maintenant, dans la situation présente, je réfléchis. Qu'est-ce qui est en train de se passer? À qui est le problème? Est-ce que c'est mon problème ou est-ce que c'est le problème de l'enfant? Quel est le besoin? Et qu'est-ce que je peux faire pour changer ça, pour l'aider? Et seulement une fois que j'ai bien réfléchi, je tire la chasse et je retourne. Vous pouvez aller faire pipi 20 fois, c'est pas grave. Oui. Mais c'est plus important, mais c'est vraiment important de s'abstraire de la situation, même s'ils sont en train de s'écharper les uns les autres. C'est pas possible s'ils avaient moins de 2 ans, mais là, votre plus petit a 2 ans. Donc ça va. Vous y allez de temps en temps faire pipi. Il peut y aller un peu plus. On a besoin de prendre un peu de temps pour savoir quel est le besoin. Mais si vous avez une plante verte chez vous, qui ne pousse pas exactement comme vous voudriez, elle dépérit un peu. Vous vous énervez pas contre elle, vous n'êtes pas là à l'exhorter, mais pousse correctement, voyons. Non. Vous lui dites pas, mais quelle honte tu me fais par rapport aux voisins. Vous vous dites, si elle ne pousse pas correctement, c'est qu'elle a un souci. Il doit manquer de l'eau, ou alors il y a trop d'eau. Peut-être assez de lumière, trop de lumière, pas assez de lumière. Donc vous cherchez quel est son besoin. Vous la changez de place pour qu'elle ait plus ou moins de lumière, vous lui mettez plus ou moins d'eau. Vous cherchez en fonction d'un besoin. Un enfant, c'est pas tout à fait une plante, mais c'est un peu comme une plante aussi. C'est un être vivant. Et comme tout être vivant, s'il ne grandit pas harmonieusement, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Et j'ai juste à chercher quel est ce besoin. Un jour, je m'énervais terriblement contre mon fils qui écrivait n'importe comment sur son papier. C'était plein de grabouillage, tout ça. Et sur sa feuille, il commençait au début jusqu'à la fin de la feuille. Il n'y avait pas de marge. Et on ne pouvait rien faire, c'était vrai. Et il était quand même déjà en 6e. J'étais exaspérée. Et je me suis dit, je vais faire pipi. Alors, je n'ai pas été faire pipi, j'ai été me promener dans le jardin. Mais j'ai été me promener pour réfléchir. Et au lieu de lui crier dessus, quel est son besoin? Et je me suis dit, mais finalement, je l'engueule parce qu'il ne crie pas bien, mais est-ce que je lui ai expliqué et est-ce que quelqu'un
lui a déjà expliqué comment faire. Pas sûr. Et donc j'y suis retournée et je lui ai demandé. Est-ce que tu sais comment présenter ta feuille? Est-ce que tu sais à quoi sert cette ligne rouge là? Parce qu'il y a un cahier CIS, là tu vois, il y a des lignes bleues, il y a une ligne rouge, tu sais? Non. Ça t'a jamais... Tu t'es pas posé la question? Non. C'est pour faire joli, il me dit. Non. On croit que c'est évident. Sûrement, un jour ou l'autre, un enseignant a dû le dire, mais beaucoup d'enseignants croient que c'est évident. Et c'est vrai qu'ils se copient les enfants les uns sur les autres. Donc, mais lui, il a juste zappé cette info-là. Et depuis que je lui ai donné, eh ben, c'est devenu nickel. Mais avant, j'ai crié beaucoup, jusqu'à ce que je comprenne qu'il y avait un petit souci. Quelquefois, c'est des choses plus profondes. Ma fille faisait énormément d'erreurs d'orthographe. Alors, il y a eu une période où elle faisait des erreurs d'orthographe quand elle copiait au tableau et jamais quand elle écrivait sous la dictée. Alors là, l'enseignante montait au plafond parce que je disais, c'est pas possible quand même. Mais ça, c'est seulement parce qu'il y a un réflexe archaïque qui fait que quand on... Vous savez, on a des réflexes quand on sort du ventre de maman. Il y a un certain nombre de réflexes qui nous servent à naître, tout simplement, et à vivre nos premiers instants sur Terre. Et puis après, on perd ces réflexes. Notamment, un des réflexes, c'est le réflexe de la marche. Les tout petits nourrissons, on les pose, hop, et ils remettent droit, ça marche. Après, on perd. Puis on réapprend la marche autrement. Il y a le réflexe de Moreau. Si on va un peu en arrière, paf, on ouvre les bras comme ça. Et donc, ma fille, il y avait une persistance de réflexes. Et donc, quand il fallait regarder au tableau et ensuite baisser la tête pour écrire, elle perdait tout. Parce que je regarde au tableau, il y avait une solidarité entre la main et la tête. Et donc, je regarde, je suis là. Si je dois regarder au tableau, ça fait ça. Donc, j'ai complètement perdu le truc. Et à chaque fois, ça était tout perdu. Donc, elle faisait plein d'erreurs dans la copie, mais jamais sur la dictée. Déjà, des choses comme ça, on a besoin de comprendre, quoi. Quand il y a un problème, c'est qu'il y a un problème. Il y a un besoin. Il s'agit de fouiller, chercher et comprendre comment fonctionne ce cerveau-là pour qu'il n'arrive pas à saisir ça. Mais ce problème-là, donc, était résolu un peu plus tard, et elle s'est mise à faire beaucoup d'erreurs d'orthographe. Et un jour, pendant les vacances, donc là, elle faisait beaucoup d'erreurs en CM2. Pendant les vacances, elle m'écrit une carte postale, et je suis subjuguée, pas une erreur. Plein de lignes, hein. Alors, quand elle rentre à la maison, après, je lui dis, Margot, j'ai été vraiment époustouflée de voir la carte que tu m'as écrite. Il n'y a pas une seule erreur. Elle me regarde, elle me dit, c'est normal. Je dis, ben, pour quelle raison c'est normal? Ah, mais elle m'énervait, la prof. Elle voulait tout le temps que j'écrive sans erreur. Elle m'énervait. Donc, je ne faisais pas attention. Mais là, je t'écrivais pour t'écrire. Ah oui, alors dans sa tête, si j'écris pour que quelqu'un le lise, alors j'écris sans erreur. Mais si j'écris pour une dictée, alors là, franchement. Donc, voilà, on a regardé ça aussi. Qu'est-ce qui se passe pour l'enfant et pour quelles raisons il fait ce qu'il fait? Et ne saisissons pas le moindre problème en imaginant que ça va durer toute la vie et qu'il va rester comme ça. Ce qui est embêtant, c'est ensuite si on se met une étiquette. Nul en orthographe, alors là on le reste. Évitons les étiquettes et n'oublions pas que les enfants évoluent, qu'on passe par des phases, qu'on traverse des périodes et que tout ça, ça fait partie de notre construction. Je vois une salle attentive et quand même fatiguée. Et je me sens un peu fatiguée aussi, mais pleine d'énergie. Merci pour ce bon moment de partage. Nous allons le poursuivre à la table des signatures.